Olivier Régis, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour notre première émission Face à nous, face à vous, face caméra. Alors ma première question, Olivier Régis, qui est Olivier Régis? Qui êtes-vous? Bonjour Hervé d'abord, merci de m'avoir invité. Eh bien, Olivier Régis, j'ai 56 ans, je suis à ma formation d'origine élevé par une famille de restaurateurs, donc je suis restaurateur de formation et universitaire. Universitaire, ça veut dire que j'ai suivi un cursus à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où je suis devenu enseignant en économie et ensuite où j'ai eu un parcours de banquier d'affaires pendant 17 ans, d'enseignant pendant 7 ans à l'université parallèlement, et puis une carrière ensuite un peu amateur de la politique, mais passionné par la politique, qui m'a conduit à diriger des organismes de formation, des écoles, et puis aujourd'hui d'être devant vous pour répondre à vos questions. Alors, vous avez un parcours professionnel et politique assez dense et vous vous êtes présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Comment avez-vous vécu cette expérience? C'est une formidable expérience, même si seules 7 signatures ont été apportées à mon compteur. J'ai bénéficié d'un très bon départ grâce à un ouvrage qui s'appelle Pour un gouvernement d'union nationale, qui peu ou prou reprend ce qu'est aujourd'hui l'organisation politique que les Français ont choisie, c'est-à-dire celle qu'Emmanuel Macron a proposée et qui lui a permis de gagner l'élection présidentielle. Donc de ce point de vue-là, c'est assez formidable pour moi d'avoir, depuis plusieurs années, depuis 2012, contribué à la fabrication de ce nouveau courant de pensée politique. Et puis, un peu dur quelque part aussi, parce que quand Alain Juppé a fait sa vraie fausse déclaration de candidature à l'élection présidentielle, il a légèrement siphonné mon capital sympathie, puisque dès le premier jour, c'est près de 200 signatures que je pensais avoir acquises après de longs mois de travail, qui sont allées se porter sur Alain Juppé. Et comme chacun sait, Alain Juppé n'a pas été candidat. Les signatures données, plusieurs centaines, sont restées à son compteur sans qu'il puisse être candidat. Alors, comme tout candidat à la présidence de la République, on l'a vécu avec François Fillon, la presse s'est intéressée à vous et notamment le Canard enchaîné. Alors, le journal s'est intéressé au Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales dont vous étiez le délégué général. Des policiers auraient interrogé le commissaire aux comptes de l'association qui dispose d'un budget annuel d'environ 2 millions d'euros. Et toujours selon le Canard enchaîné, l'attention des enquêteurs se serait focalisée sur vous. Et vous auriez utilisé votre société Régis Conseil pour faire payer au Forum des prestations avec la casquette de l'association, c'est vrai? Alors, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées, mais c'est amusant de voir que 2, 3 ans plus tard, puisque cet article remonte en effet aux pratiquement 12 mois qui précédaient ma déclaration de candidature. Je suis à peu près dans le timing, je ne l'ai plus totalement en tête, mais c'est ça à peu près. C'est vrai que quand on a une ambition politique, il est de bon ton d'aller regarder et de creuser. Alors la grande différence avec François Fillon, vous l'avez noté, c'est que sur le parcours journalistique, j'ai un bon début. Sur le parcours judiciaire, il n'y a pas de début puisqu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de contrôles fiscaux, il n'y a pas tout ce que vous avez évoqué à travers le Canard enchaîné, a été balayé d'un revers de main. Et donc, je peux vous en parler très librement aujourd'hui. En dehors de l'article en lui-même, qui a fait ce commentaire, tout le reste a été organisé de façon très cadencée. J'ai 14 ans d'ancienneté dans l'association, avec différentes fonctions. Chaque fois que j'ai été salarié ou que j'ai été conseil, ça l'a été dans le cadre du respect du droit et surtout du respect des statuts et du fonctionnement de l'association. Donc, de ce point de vue-là, en effet, j'ai un bon début et malheureusement, pour mes détracteurs, une suite qui n'est pas à leur avantage. Donc, pour revenir à cette affaire, toujours avec beaucoup de conditionnels, il est dit que par exemple, lorsque vous déjeuniez avec un PDG ou un élu local, votre société aurait facturé le temps passé à table, soit 200 000 euros par an, et ce sans note de frais. Au printemps 2014, à la suite de contrôles fiscaux, le Forum se serait brusquement aperçu que votre société aurait prélevé 247 000 euros de trop dans la caisse, ce que conclut évidemment le Canard enchaîné, et je mets des conditionnels. Oui, je viens d'y répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contrôle fiscal, donc c'est un démenti total. J'ai fait un droit de réponse à l'époque, très clair, que le Canard n'a pas publié, mais le Canard ne les publie pas. Et chaque euro dépensé par l'association ou chaque euro dépensé par la société a été dûment prouvé et légitimement payé là où il devait l'être, comme l'ont été mes prédécesseurs. Et là-dessus, de ce point de vue-là, tout a été extrêmement très clair et transparent. Voilà, bon, l'affaire est sans affaire puisqu'il n'y en a pas eu, mais sur le plan médiatique, en effet, il y a eu cet article et je ne le conteste pas, ça fait partie du jeu politique.
Alors justement, je tiens à préciser pour la neutralité de l'émission que le Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales a publié un droit de réponse en indiquant, je cite, « Il ne peut donc en aucun cas être possible d'accuser Olivier Régis d'avoir pompé dans les comptes de l'association et que le contraire a été prouvé. » Oui, tout à fait. Mais j'en parle avec tranquillité et sérénité parce qu'en effet, c'est ma grande différence avec ceux qui ont à répondre devant la justice d'actions qui ont été commises et qui malheureusement ne respectent pas le droit. Alors pour clore le sujet, il n'y a pas d'enquête en cours. Ah non, en aucun cas. Non, non, non. Non, non. Alors Olivier Régis, on vous s'est passionné de politique. Au bout d'un an de présidence d'Emmanuel Macron, quel est votre regard sur la politique ? Mon regard, c'est qu'il y a un bon début et très honnêtement, une vraie rupture. Souvent, les hommes politiques disent rupture avec le monde politique passé. Il y a une vraie rupture avec la méthode, il y a une vraie rupture avec le timing, avec la vitesse, il y a une rupture avec aussi la parité, il y a une rupture avec tellement de sujets qu'on ne peut pas contester à Emmanuel Macron d'avoir totalement redécoupé, redistribué les rôles et redécoupé le paysage. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut lui donner crédit. En un an, il a réussi à dynamiter tous les vieux clivages et les méthodes partisanes qui empêchaient le pays de se transformer. Alors j'ai utilisé souvent le mot transformation dans mon bouquin. Emmanuel Macron s'en inspire beaucoup parce qu'il joue cette carte de mise à plat des vérités en disant ça c'est juste, ça c'est injuste, et il tranche assez rapidement. Donc j'ai un premier regard qui est un regard extrêmement favorable à la méthode et à la vitesse. Alors j'ai un souhait, puisque vous me posez la question de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas, j'ai un souhait qui est extrêmement fort, c'est qu'il s'attaque de façon très dure à la question de la dette publique. Je pense que c'est le maillon faible du quinquennat et que si la question de la dette publique n'est pas traitée de façon différente de ce qu'elle a été pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire qu'on attend de la croissance pour la rembourser, ce qui est grosso modo son choix double, contrôle des dépenses et relance pour permettre à la croissance de revenir et de rembourser la dette. Je pense que si on ne fait pas autre chose que ce choix-là, ce que je proposais dans mon ouvrage, c'est-à-dire si on n'opère pas un véritable remboursement de la dette publique, on n'arrivera pas à inverser la tendance. Et même si le chômage baisse légèrement, on le voyait encore ce matin, la croissance est légèrement plus faible qu'attendue. Donc, de mon point de vue, pour aller plus loin et pour réussir le quinquennat, il lui faudra attaquer de face la dette publique et proposer à la génération dite des seniors. Il a essayé à travers la CSG, mais on voit bien la popularité que ça génère. Il faudra malheureusement expliquer à la génération actuelle qui est en retraite qu'elle a quelque part une dette sur les comptes publics et qu'il va falloir penser à la rembourser. C'est l'enjeu pour moi. Alors, vous parliez d'ouvrage. Vous avez écrit avec Éric Guity un livre intitulé « Pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial » aux éditions L'Archipel. Pour vous, à ce jour, où en est-on avec le millefeuille territorial ? On a fait cette réforme de l'agrandissement des régions. On a légèrement simplifié le processus fiscal. Je dis légèrement parce que c'est la taxe d'habitation qui a été tout de suite visée. On peut faire un très long débat sur le millefeuille, mais en gros, ce que je proposais avec Éric Julie, c'était de faire en sorte que toute la fiscalité immobilière soit tournée vers la collectivité, c'est-à-dire la cellule de la commune. Aujourd'hui, la fiscalité immobilière est encore éclatée entre le département, la commune, et elle n'est pas totalement équitable pour les contribuables que nous sommes. Donc, il y a une vraie refonte à faire de simplification, collège-lycée, région-département, qui n'a pas été faite. Il y a une simplification des processus d'attribution de subventions entre les différents étages de collectivités locales. On en a un peu trop, et il faut reconnaître que le principe de fusion d'étages ou de fusion de fiscalité devra un jour s'imposer à nous. C'est pas simple non plus, on le voit, puisque Madame Gouraud, qui est en charge de ce dossier, qui a longtemps été du côté des parlementaires qui critiquaient l'action du gouvernement, et maintenant qu'elle est aux commandes et qu'elle a la possibilité de le faire, a bien du mal, elle aussi, à exploser ce millefeuille. Mais en gros, pour vraiment aller plus loin, il y a une question de fusion département-région et de savoir si, à un moment donné, sur les compétences, on ne peut pas les simplifier. J'ai cité l'exemple des collèges-lycées. Et il y a la fiscalité locale qui doit, elle aussi, être simplifiée. La taxe d'habitation supprimée, c'est un premier pas. Il faut aller un petit peu plus loin et faire en sorte que l'intégralité des droits de mutation, la taxe foncière, aille bien, et la redistribution de la taxe d'habitation aille bien directement à la commune, qui est le maillon le plus important pour nos collectivités locales. Alors maintenant que l'on vous connaît mieux sur le plan national, parlons de Laon. Alors, vous êtes le patron du bistrot de la mairie et dernièrement, vous avez été élu président de l'association des commerçants du plateau Cœur de Laon.
un sacré défi lorsque l'on connaît la situation des commerçants lannois. Oui, alors à Lens, je suis, et je le dis tout de suite, un entrepreneur, un investisseur, un travailleur, un commerçant, un président d'association de commerçants. Mais je le dis tout de suite, et c'est très important pour moi, je ne fais pas et je n'ai pas d'engagement politique à Lens. Je suis élu local ailleurs, j'ai un engagement national, vous l'avez rappelé. Je ne suis pas un acteur politique local. Je suis un acteur professionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle socio-économique, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie que cette ville que j'habite, une bonne partie de mon temps, soit une ville qui aille de l'avant, qui ait de la croissance et qu'on retrouve une dynamique positive pour faire en sorte que le commerce globalement aille mieux. Alors vous avez touché du doigt le commerce. Oui, il y a un véritable enjeu de commerce de proximité qui est extrêmement sensible. C'est le sujet qui aujourd'hui est celui du cœur de ville. Dans beaucoup de communes, cette question se pose. Mais il y a des recettes sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer pour faire en sorte que ça réussisse. C'est ce que j'ai rappelé au maire de Lens il y a quelques jours, dans une réunion que nous avons tenue avec le bureau de l'association dans ses murs. Nous avons, par voie de presse, demandé la mise à l'écart des fonctions de Mme Leto. On en reviendra justement, on en reviendra après. Pour des raisons très simples. On en reviendra après, mais quelles vont être vos actions justement pour le commerce? Le commerce nécessite un engagement de tous les instants, car c'est celui qui fait vivre au quotidien nos citoyens. Si on veut des circuits courts, si on veut du bio, si on veut de la qualité, si on veut faire en sorte que les gens se réintéressent au cœur de ville, il faut mettre plus de moyens, de façon plus équitable, vers les cœurs de ville et vers l'action locale et de terrain des commerçants, et un peu moins sur la grande distribution. En clair, depuis 30 ans, dans beaucoup de villes, et particulièrement à Lens, c'est la grande distribution qui a tiré les flux du commerce et des personnes vers elle, et malheureusement au détriment du commerce de centre-ville et souvent des commerces de qualité. Alors, quelles vont être vos actions futures en votre qualité de président de l'Association des commerçants du plateau? Mais d'abord, travailler sur les flux. Il nous faut plus de visiteurs. Ça veut dire améliorer la question du stationnement. Ça paraît tout simple, mais les bus de nos grands tours opérateurs du nord de l'Europe ont du mal à stationner et à rejoindre de la ville basse vers la ville haute. Donc, c'est créer du flux des parkings de grande surface vers le plateau et vers le quartier de Vaud, des flux touristiques de stationnement pour permettre à nos amis et nos voisins de Belgique, de Hollande, d'Angleterre de passer plus de temps chez nous. C'est revoir les questions liées au stationnement. Je disais au maire de Lens il y a quelques jours qu'il fallait des panneaux en langue anglaise, au moins, pour pouvoir expliquer comment fonctionne le stationnement dans notre ville. Le système de zone bleue, pourquoi pas? Au contraire, ça peut être un élément de dynamisation, mais pour autant, il faut l'expliquer à ceux qui ne lisent pas et ne pratiquent pas le français de façon parfaite. Il y a toute une série de petites mesures très pratiques sur les événements, moins les concentrer sur les très gros événements au stade qui font sortir les gens de la ville ou les fournir de l'extérieur sans rentrer dans la ville-centre, travailler sur des micro-événements dans les quartiers pour faire que les animations musicales notamment soient mieux réparties et que les budgets soient consacrés de façon plus équitable. C'est ne pas donner de subventions au commerce éphémère sans en donner au commerce sédentaire, ce que j'ai rappelé, c'est-à-dire que le commerce sédentaire vit et paye ses charges. Le commerce éphémère, nous le souhaitons, il doit pouvoir exister pour redynamiser les cellules, mais il doit aujourd'hui obtenir des subventions à part égale avec ce que l'on donne au maintien et à l'aide au commerce sédentaire. Vous voyez, toute une série de petites mesures, stationnement, sécurité, organisation de la cité autour des flux pour nous permettre de retrouver, entre guillemets, un peu d'attractivité, parce que c'est ça qui finalement fait réembaucher du personnel et développer l'activité locale. Est-ce que vous jetez un regard sur les commerçants, par exemple, de la rue Eugène-le-Duc, du quartier Champagne, du Moulin-Roux? Est-ce que vous allez organiser des rencontres? On se voit déjà beaucoup. Vous citiez les commerçants de la rue Eugène-le-Duc. On se voit énormément avec les associations ou les membres issus d'associations du quartier de Vaud. C'est une évidence qu'il n'y a pas de quartiers les uns contre les autres. C'est plutôt la complémentarité de ces quartiers et la capacité de ces quartiers de travailler ensemble qui nous permettra de redynamiser les cœurs de ville. Il y a peut-être 2 ou 3 cœurs de ville dans la ville de Lens, c'est peut-être sa particularité. Pour autant, les relier et les faire travailler ensemble, c'est plusieurs centaines de commerçants, ça nécessite des actions communes. Peut-être que dans la communication, il y aura des actions communes. Sur la connaissance des produits distribués, il faut promouvoir ces talents et faire attention aussi et mettre témoin d'alerte
sur les autorités publiques lors des déplacements des grands centres administratifs ou de travail. Quand vous avez une zone qui va s'installer près de l'autoroute au Griffon et que vous avez un conservatoire qui va s'installer en bas de la ville, je voyais l'exemple hier soir de jeunes et de moins jeunes qui remontaient à pied vers la ville haute en sortant du conservatoire. C'est vrai que quelque part, la décentralisation de certains services peut occasionner des perturbations, des distorsions et puis peut-être même des sorties des villes-centres vers l'extérieur de l'endroit. Ça, il faut faire attention à ça. Je pense qu'on est allé beaucoup trop loin en laissant sortir un certain nombre de zones de travail, d'activités, sans se poser la question, est-ce que ça va manquer à la ville-centre? Oui, ça peut manquer, et c'était la même chose sur les moyens de transport. Quand on a supprimé le POMA, il n'y avait pas de plan B. Et donc, le plan B, ça a été réclamé par les uns et par les autres. Mais une fois que le service est parti, vous pouvez imaginer toutes les solutions du monde. L'habitude, le naturel, fait que les gens sont traumatisés, même si sur le fond, on peut trouver des mobilités nouvelles. Donc, il y a vraiment un énorme travail à faire là-dessus. Et le commerce étant un des moteurs de la cité, moi, je m'y consacre pleinement. En tous les cas, sur cette activité de commerçant, je serai toujours force de proposition. Votre opinion pour ou contre le marché couvert, la création d'un marché couvert? Pour un marché, évidemment, plutôt des marchés qui sont peu coûteux pour le denier public, donc plutôt des marchés de plein air, de producteurs locaux, de bio, de circuits courts, plutôt le samedi, plutôt un marché au moins équivalent à celui du marché de Vaud une fois par semaine le samedi, c'est ce qu'on a demandé au maire de Laon, parce qu'un marché, c'est un poumon, c'est une vitrine. Je cite souvent l'exemple de Rodez, qui accueille des milliers de visiteurs tous les samedis pour son marché de plein air. C'est un marché qui a été initié par la motivation des exposants, les invitations des autorités, du maire notamment, à faire que ces exposants puissent venir. Ça veut dire les aider matériellement, ça veut dire contribuer à ce que ces offres de produits locaux qui existent de façon très large sur le territoire, notamment autour du Lannoy, dans le Lannoy, puissent accéder à un marché où les gens aient plaisir à venir acheter leur pain, leur viande, leur fromage, leurs légumes de façon régulière. Et évidemment, le mardi ne fonctionne pas besoin de faire un long dessin. Les gens aujourd'hui ont une activité professionnelle qui les écarte. C'est la même chose pour les déchets. Il y a des heures prévues qui ne correspondent pas au rythme de vie. La vérité, c'est qu'il faut aujourd'hui retravailler sur un marché de plein air, se laisser un peu de temps avant d'engager 2 millions d'euros, même s'il y a des subventions, sur un marché couvert qui ne correspond pas aujourd'hui à la nature réelle de nos activités. J'imagine mal ce qui se passerait en juillet-août sur des marchés couverts d'activité. J'imagine mal les commerçants se sédentariser 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine et payer tous les équipements. J'imagine mal la reconversion d'un stand de poissonnerie au profit d'un stand de boucherie si demain matin le poissonnier voulait quitter son lieu. J'imagine mal aussi la valorisation de ces fonds de commerce dans des lieux nouveaux quand on a du mal déjà à valoriser son propre fonds de commerce dans une rue qui est à 100 mètres et où 30% des cellules sont vides. Donc à un moment donné, il faut revenir à la raison. C'est un projet qui a été monté à mon avis pour aller chercher du FISAC. Je ne vois pas aujourd'hui l'utilité pour les commerçants de créer des cellules d'accueil nouvelles alors qu'on a besoin simplement de faire revenir du flux. Ça ne fera pas venir plus de flux, alors que si on crée un marché découvert de grande qualité avec des produits innovants et de bonne qualité, on aura beaucoup de visiteurs du Lannoy. C'est un bassin de vie quand même de 40-50 000 habitants. Il y a les régions de Reims et de Paris et de Lille qui ne sont pas si loin. Je pense qu'on peut drainer une population qui vient voir la cathédrale, vient voir nos produits locaux, sans avoir besoin de dépenser 2 millions d'euros, moins les subventions. En votre qualité de président de l'association des commerçants du plateau, est-ce que vous allez faire passer le message aux commerçants pour leur faire comprendre, leur dire que, par exemple, un jour du 14 juillet, il faudrait un peu plus de commerce ouvert ou un peu plus de restaurants ouverts? Ça a été une des critiques l'année dernière des visiteurs. Oui, il y a une critique sur les ouvertures. Beaucoup de commerçants font l'effort d'ouvrir entre midi et 2 aujourd'hui, et beaucoup font l'effort d'ouvrir sur des moments où il y a ce qu'on appelle des grandes journées touristiques. Alors nous, on est évidemment dans la restauration, on est 7 sur 7, 365, 365, donc bon, j'ai rien à dire là-dessus. Mais pour pouvoir déclencher l'ouverture des magasins sur les jours fériés ou les jours de week-end, il vous faut du flux. Le flux, c'est malheureusement pas le commerçant qui l'invente, parce que le flux, il vient pour l'attractivité du territoire. Donc c'est cathédrales, c'est musées, c'est activités touristiques. Et évidemment, il vous faut
créer ce flux. Donc ça peut être des marchés de producteurs, ça peut être des marchés de nocturnes, ça peut être des ouvertures de la cathédrale à grand renfort de publicité, ça peut être des ouvertures de musées à grand renfort de publicité, la mise en valeur de collections, ça peut être des concerts. Il faut que d'abord on crée l'attractivité par le flux et aux commerçants ensuite, et là je suis d'accord avec vous, de répondre de façon très efficace, très positive aux horaires d'ouverture indispensables. Comment attirer d'autres commerces que des commerces de boissons, des commerces nocturnes, parce qu'il y a des riverains qui se plaignent que jusqu'à 2 heures du matin, il y a du bruit. Il y a des riverains qui se plaignent des terrasses de l'été, alors que les terrasses de l'été, c'est quand même une belle animation. Comment attirer d'autres commerçants que, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, de kebab, de bar, etc. Est-ce que vous avez une idée, une action là-dessus? En tous les cas, on sait pourquoi ça ne peut pas pour l'instant fonctionner. Quand vous allez au salon de la franchise, la municipalité répondra à cette question, elle y est allée il y a peu de temps. Quand vous allez au salon de la franchise, il y a une seule chose qui intéresse les franchiseurs, c'est le flux. Si vous dites que vous avez tous les samedis 10 000 visiteurs à l'an et que vous en avez 10 000 le dimanche, instantanément, vous avez des commerces de services, quels qu'ils soient, qui vont s'installer, qui vont poser leurs valises et dire on vient pour capter ce flux. Ça a été le cas de l'ouverture des magasins le dimanche à Paris. Vous savez que cette question s'est longtemps posée. Elle se pose moins aujourd'hui parce que la loi a assoupli les possibilités. Mais la loi a assoupli les possibilités pour des commerces qui étaient en mal d'ouverture parce qu'ils avaient les flux touristiques devant eux, ils n'arrivaient pas à les servir. Donc nous, notre problème, il est simple. J'imagine pas une seconde qu'une grande enseigne refuse d'être à l'an si on lui dit, écoutez, c'est simple, tenant compte de la saisonnalité, c'est 100 000, 200 000, 300 000 visiteurs par an pour tel équipement. J'ai cité l'exemple de Rodez, le musée Soulages avait prévu 150 ou 200 000 la première année, ils ont dû les faire en 3 mois. Évidemment, quand vous avez ce type de flux qui vous tombe dessus, tout le monde ouvre et tout le monde rend ses vitrines plus belles. Donc je pense qu'il ne faut pas inverser le problème, ce n'est pas comment faire venir des commerçants, parce que les commerçants, ils vont rapidement suivre dès qu'il y a du flux. Hein. Suivez les événements footballistiques ou les événements sportifs ou les événements musicaux, les buvettes et les activités suivent. Donc si ça ne suit pas aujourd'hui, c'est parce que l'attractivité et le flux ne sont pas suffisants. Ça veut dire la communication de la ville à l'extérieur, la présence de la ville dans les grands salons touristiques internationaux, la présence des autocaristes, la présence évidemment des événements. Les événements, c'est essentiel. Et ensuite, faire venir les enseignes, ce sera une partie de plaisir. Pour l'instant, on manque de flux, on manque d'habitants, et on ne parle jamais de ça. Mais la question de la conquête de la population habitante, résidente, vous parliez des riverains qui ne sont pas toujours très heureux, oui, mais pour ça, il faut que tous les immeubles soient pleins. Et la ville de Laon, elle peut accueillir bien plus que 25 ou 27 000 habitants, elle pourra en accueillir 30 ou 35 000. Si la ville de Laon accueille 30-35 000 habitants, ça change la donne, et ça change la donne même pour le foncier. Hein, parce que vous ne parlez pas du foncier, mais les commerçants, eux, peuvent perdre de l'argent et fermer boutique. Mais il ne faut pas oublier que pour beaucoup de propriétaires fonciers, c'est moins 30, moins 40% depuis 10 ans sur leur propre habitation, avec des taxes qui, elles, n'ont pas bougé. Donc attention, pas bouger ou parfois augmenter. Et peut-être aussi pour attirer les commerçants, des loyers moindres? Oui, mais on est un peu coincé par le foncier, parce que le foncier aujourd'hui fait que quand vous avez une taxe foncière qui n'a pas baissé mécaniquement, elle n'a pu qu'augmenter depuis 10 ans, vous avez besoin de payer vos charges, donc vous avez du mal à baisser votre loyer, parce que baisser votre loyer, ça veut dire compenser, entre guillemets, ce que le commerce ne produit plus. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense que tant qu'on n'aura pas remis du flux dans la ville et de l'entrée massive d'habitants et de l'entrée massive de touristes, on aura du mal à payer ses loyers et à repeupler les cellules vides. Olivier Régis, la semaine dernière, avec vos 2 vice-présidentes, Lydie Compère et Yannick Michel, vous avez rencontré le maire Éric Delay et Sylvie Loto-Durande, conseillère déléguée au développement commercial et artisanal. Et cette rencontre aurait été houleuse jusqu'à demander la démission de Sylvie Loto-Durande. Que s'est-il passé exactement et pourquoi avoir demandé la démission de la conseillère déléguée? C'est assez simple en fait. Moi j'ai plutôt joué la modération dans la réunion, mais je pense que mes prédécesseurs, Lydie et Annie, ont souffert d'une forme d'agressivité et de moquerie. Enfin, je pense que ce qui a caractérisé l'action de Sylvie, et ce n'est pas une question de personne, c'est une question de comportement. La personne n'est pas en elle-même, comme vous et moi, est tout à fait respectable et ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, la moquerie sur l'action des commerçants ou la moquerie sur le rythme de travail des commerçants ou sur l'action des commerçants, avec d'un côté l'obligation
de devoir signer pour le FISAC et de l'autre côté une forme de moquerie sur l'exploitation des commerces à travers une forme d'inaction ou d'une incapacité des commerçants de s'adapter, je pense que ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et même si la réunion est restée courtoise jusqu'au bout, Mme Loto a quitté la réunion à peu près 3/4 d'heure avant la fin de la réunion avec Éric Delay, même si la réunion a été courtoise, elle n'a pas bien démarré parce qu'il y avait un sentiment tout à fait injuste de moquerie et d'agressivité sur mes collègues. Et je dirais, sur moi, à la limite, étant le dernier arrivé de la bande, bon, je peux le passer, entre guillemets, par perte et profit. Pour mes prédécesseurs, mes prédécesseuses, c'est pas très facile parce que c'est quand même un sentiment de faire plus de la politique que de faire du commerce. Et je crois que, en demandant cette démission, on a rappelé à Mme Leteau que notre volonté, nous, de développer le commerce ne pouvait pas et n'était pas compatible avec le jeu politicien. En clair, Mme Leteau ne peut pas choisir les actions commerciales en fonction d'amitié ou de rejet de telle ou telle personne en fonction de son appartenance politique. C'est un combat pour tous et avec tous. On dit toujours que le président est le président de tous les Français, même si certains ne le souhaitent pas. Le maire et ses adjoints sont les élus de tous les Lannois. Et on ne peut pas faire le choix de tel ou tel commerce, la grande contre la petite distribution, les fringues contre les débits de boissons, les débits de boissons contre l'office du tourisme, On ne peut pas jouer à ça. C'est un jeu qui doit se jouer collectivement. Et si quelqu'un ne veut pas jouer collectivement et qui fait plus de politique, à ce moment-là, on demande sa démission. Et c'est ce qu'on a fait. C'est le bureau qui l'a demandé. Ça a été tout à fait repris en ordre par Hubert Caouzard, qui est sur notre photo, mais qui a exprimé exactement la même chose. Ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème d'action. On a besoin aujourd'hui de budget pour les commerçants, pour faire des animations, pas pour nous, mais pour animer. On a besoin que du quartier de Vaud à la ville historique, à la ville cathédrale, il y ait des actions au moment des médiévales notamment. On a besoin de calèches pour promener les touristes l'été, même en les faisant payer modestement. Il faut quand même qu'on puisse animer le truc. On a besoin de faire vivre les grands temps de notre cité. Et ça ne s'accompagne pas et ça ne s'accommode pas d'un jeu politique qui, de notre point de vue, est plutôt stérile et ne permet pas à la ville de nouer un lien de confiance avec les commerçants. Les commerçants, ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont une qualité, c'est leur indépendance, leur liberté et leur indépendance. Comme ils ne font pas de politique, en général, un commerçant vous dit toujours « Moi, dans ma maison, je ne fais pas de politique, je prends tout le monde ». Le commerçant ne peut pas travailler avec des gens qui, eux, veulent les politiser dans leurs actions politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'ont ressenti mes prédécesseuses avant mon arrivée. Et quand elles ont un peu jeté l'éponge et m'ont demandé de les aider dans ce domaine, j'ai accepté de le faire, mais en respectant le même engagement qui est de faire du commerce, de développer mon commerce, de développer des activités touristiques pour faire en sorte que ça réussisse collectivement et pour tout le monde, sans jouer le calendrier électoral qui n'est pas du tout notre rythme. Sinon, on ne serait pas en train de discuter avec Mme Leteau ou avec Monsieur le maire de cette façon-là. On prendrait notre mal en patience et on attendrait les échéances qui viendront de toute façon à un moment donné et pour lesquelles nous n'avons pas vocation à prendre position aujourd'hui. Alors, ma transition est toute faite pour ma dernière question. Olivier Régis, briguez-vous un mandat municipal en 2020 ? Vous n'avez vraiment pas eu la transition. Pas du tout, et je l'ai dit, j'ai connu cette ville par les joies du mariage et puis de l'investissement. J'ai acheté ma maison, j'ai ensuite acheté mon commerce et je me suis impliqué dans la vie commerçante et la vie associative locale. J'essaie d'être partenaire avec le plus de positivité possible de tous ceux qui tapent à la porte pour essayer de jouer cette carte de l'associatif. Je pense que l'associatif, l'amitié entre les gens, c'est ce qui a fait la force de départements très solidaires comme celui de l'Aveyron, dont je suis issu, qui au-delà des clivages politiques, a toujours respecté la réussite des uns et des autres. Moi, ma plus grande fierté, mon plus grand bonheur serait que la ville de Laon réussisse, qu'elle devienne rayonnante, qu'elle redevienne cette capitale de France qu'elle a toujours été. Et si, d'un point de vue commercial, je peux aider, d'un point de vue idée, je peux aider, je le ferai avec grand plaisir. Mais je le dis clairement et définitivement, je ne serai jamais élu ni au conseil municipal, ni à la mairie de Laon, ni au département, ni à la région, ni à rien du tout. Je n'ai aucun engagement local politique et je n'en aurai aucun. Merci Olivier Régis. Je rappelle que vous êtes le patron du bistrot de la mairie et nouvellement élu président de l'association des commerçants du plateau Cœur de Laon. Merci d'avoir participé à cette première émission face à nous, face à vous, face caméra. Ça a été ? Parfait, c'était très agréable, très direct et merci Hervé pour
toutes ces questions très franches. Face caméra, c'était exactement ce qu'il fallait. C'est un bon exercice et je le conseille à tout le monde. Merci. Merci Olivier Régis.